Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 20 minutes. Installez-vous confortablement. Nos clubistes sont déjà là. Ils vous attendent. Ils sont historiens, journalistes et dessinatrices et vont se saisir de la trépidante actualité de la semaine. Au menu ce soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu dévoile les objectifs de production et de consommation d'énergie de la France pour les 10 années à venir. Nos intérêts industriels, climatiques et géopolitiques correspondent aux intérêts du consommateur et à sa facture d'électricité. Et ça, c'est un alignement qui, au fond, nous amène à une seule vraie question, c'est comment on est capable d'électrifier plus vite. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif mise d'abord sur la relance du nucléaire, avec notamment la construction de nouveaux réacteurs, et il revoit à la baisse ses ambitions en matière de développement des énergies renouvelables. Un choix judicieux ou regrettable, on en débattra. Puis, nous accueillons notre invité de la semaine, le musicien Émile Sornin, un artiste ingénieux doté d'un partenaire inattendu, un robot artisanal devenu tellement indispensable qu'il est carrément le chanteur principal de son dernier album. Et en fin d'émission, dans son histoire de la semaine, Claude Askovic nous racontera le destin tourmenté d'un double champion olympique. C'est donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue à vous Natacha. Et Frédéric Saïs, bien sûr. Bonsoir Renaud. Salut Frédéric. Salut. Tout va bien ? Tout va bien, je vous remercie. Bienvenue les amis. Et voici nos clubistes de ce soir. Et d'abord un petit nouveau dans le club, Paul Picaretta. Bonjour. Bonsoir Paul, bienvenue. Vous êtes directeur de publication du magazine Le Cri, un mensuel qui se revendique chrétien, joyeux et radical, qui paraît depuis l'automne dernier. Bienvenue à vous. Paul, à vos côtés, Géraldine Wessner. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Bienvenue, rédactrice en chef au Point, bien sûr. Et Pascal Blanchard. C'est lui. C'est bien ça ? C'est ça. Historien ? C'est ça. C'est ce qui est écrit là, Oui, en tout à fait. fait. Hein. Votre fiche est bonne. Je cite votre 7214e ouvrage, écrit en collaboration avec l'historien Benjamin Stora. Doit-on s'excuser de la colonisation ? Paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Bienvenue à vous, Pascal. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et au pupitre, c'est Marie Morel. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Renaud. Bienvenue, Marie, dessinatrice de presse, bien sûr. On va commencer tout de suite, Frédéric, avec la première actualité de la semaine. C'est la nomination par le président d'une de ses fidèles à un poste stratégique. Oui, elle était jusqu'ici ministre des Comptes publics, chargée du budget. Amélie de Montchalin est nommée à la présidence de la Cour des comptes, une nomination décidée par Emmanuel Macron qui ulcère à la fois le RN, le PS, la droite et LFI. La charte de déontologie des juridictions financières est claire. Elle impose neutralité, indépendance, impartialité et prévention des conflits d'intérêts, notamment vis-à-vis du pouvoir en place. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? Alors, Emmanuel Macron tente-t-il de placer ses proches au poste clé d'ici la fin de son mandat l'an prochain ? Dans les mois à venir, il aura à nommer les nouveaux dirigeants de la Banque de France et du Conseil d'État, là aussi poste clé. Pascal Blanchard, la nomination d'hommes et de femmes de confiance, ça fait partie de la logique ou de la tradition des institutions ou bien c'est une vraie dérive ? Ça fait partie de la logique des institutions, ça fait à peu près partie de la logique aussi de tous ceux qui terminent leur mandat pour mettre en place des garde-fous. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau et à chaque fois tout le monde a hurlé et c'est normal. Tout ça est en fait intimement normal et anormal à la fois. Là, ce qui est peut-être le plus anormal dans ce cadre qui nous occupe, c'est qu'elle est ministre, il n'y a pas eu la distance comme on a pu connaître avec Jox ou Séguin entre un temps au ministère et des fonctions avant d'occuper celle-ci, que généralement on prend un peu plus de distance et je dirais de méthode pour faire accepter les choses. Là, on sent qu'il y a une forme de précipitation et d'occuper les postes assez rapidement, de planter toutes les aiguilles vaudou avant ou peut-être la grande bascule où on se dit qu'il va falloir avoir des protections. C'est ça qui accentue le regard qui est posé. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va être ça jusqu'au bout. Mais en même temps, Géraldine Wessner, si on regarde l'histoire, c'est la première fois depuis Napoléon Ier que quelqu'un qui était à la gestion des finances devient président de la Cour des comptes. Est-ce que ça pose un problème presque éthique de contrôle Moscovici était ministre de l'économie avant d'être nommé par... pas directement. Plus de temps, pas directement. Il n'a pas eu à juger son propre bilan. Dans le sujet. Elle est compétente. Je pense que c'est un poste qu'elle occupera avec honnêteté. Le budget qu'elle a eu dû abriter n'était pas son budget. Elle n'a pas du tout eu son mot à dire sur la question. Maintenant, est-ce que c'est anormal et est-ce qu'on voit qu'il y a quand même une salve ? Absolument. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, quand il a dû nommer quelqu'un président de la Cour des comptes, il a choisi Didier Migaud, un socialiste, président de la Commission des finances de l'Assemblée, qui était très respecté pour justement éviter
ses soupçons. Hollande, il a envoyé tout valdinguer, il a nommé aussi des très proches. Et là, Emmanuel Macron, il ne se contente pas de la Cour des comptes. Il va y avoir bientôt le Conseil d'État. Il y a eu Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Il a nommé à la tête de la commission de régulation de l'énergie, qui est un poste très important, une très proche, Emmanuel Wargon. Là, en partance pour le réseau de transport de l'électricité, on va en parler tout à l'heure, qui est très stratégique, il va envoyer sa secrétaire générale de l'Élysée, qui n'a aucune compétence dans l'énergie. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et on comprend que les oppositions, toutes, celles qui aspirent à prendre le pouvoir en 2027, se disent « mais bon sang, on ne peut rien faire ». La nomination d'un gouverneur de la Banque de France, c'est quand même très important. C'est celui qui détermine la politique monétaire. Il n'est pas encore nommé, là. On ne sait pas qui ce sera. Il n'est pas encore nommé, mais ce sera un proche. Il sera nommé par Emmanuel Macron, en tout cas. Ça, c'est la loi, mais on ne sait pas encore qui ce sera. En tout cas, Paul Picaretta, sur ce poste clé, le fait de nommer une femme qui va avoir un long mandat en plus, 28 ans à peu près, est-ce qu'on ne peut pas parler déjà de progrès ? C'est la première fois qu'une femme est nommée à la Première Cour fois, en des comptes. effet. Disons que moi, ce qui m'interroge et ce qui devrait interroger tout le monde, c'est la question des contre-pouvoirs. En fait, si vous avez le pouvoir qui choisit le contre-pouvoir, il y a un vrai conflit d'intérêts, et puis ça remet en question, disons, la légitimité ou l'honnêteté. Justement, il y a certaines décisions, certains choix qui sont soumis à un contrôle parlementaire. Le président du Conseil constitutionnel, par exemple, ou le gouverneur de la Banque de France, ce sera le cas. On se souvient que Richard Ferrand avait dû passer devant le Parlement, alors qu'effectivement, la Cour des comptes ou le Conseil d'État ne sont pas soumis à un contrôle parlementaire. Pour vous, il faudrait étendre ce contrôle. Justement, qu'est-ce que vous entendez par contre-pouvoir ? Un contrôle et puis un délai de carence, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais qui devrait être beaucoup plus large pour éviter effectivement les conflits d'intérêts, etc. Et puis de manière générale, je pense que ça pose vraiment une question sur le modèle institutionnel qui est celui-ci. C'est-à-dire pourquoi ce qui pourrait s'apparenter à un contre-pouvoir est à ce point dépendant du choix Même du si c'est une pouvoir. instance collective, c'est pas le président de la Cour des comptes qui décide de tout. Effectivement, sauf que ça met quand même le doute, ça met forcément le doute. Tout à l'heure, Pascal Blanchard, vous parliez de garde-fous à ces postes-là. Vous faisiez allusion à la prochaine présidentielle. Pour parler clair, si jamais le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est ça que vous sous-entendiez, qu'il y avait des sortes de garde... Mais est-ce que c'est démocratique, ça, de dire à l'avance, je place des proches pour entraver le prochain président, quel qu'il soit ? Surveiller. On est en train de ressembler à ce que font les États-Unis depuis toujours, et beaucoup trouvent ça tout à fait normal. Quand une administration arrive, toute l'ancienne administration dégage. C'est le C'est le système américain. Nous, on a un système un peu plus compliqué. Donc on se dit, on va utiliser les artifices et les moyens de ce système pour potentiellement mettre des garde-fous en place. Après, on peut le regarder de deux manières. On peut considérer que quelqu'un qui arrive au pouvoir doit exercer tous les pouvoirs, y compris les contre-pouvoirs de cet exercice du pouvoir, à l'américaine, où on peut considérer que c'est une manière de passer en douceur d'un régime à l'autre. C'est pas très démocratique, je vous l'accorde. C'est pas parfait au niveau du droit et la morale. OK. Et en même temps, c'est le principe souvent des contre-pouvoirs. Ils ne ont pas l'accord du pouvoir. Excusez-moi de le dire, mais c'est rare que vous mettez une aiguille dans les fesses, une autre dans le cou, une autre dans la tête, en disant « je vais souffrir et j'aime ça ». Donc, non, il faudrait changer le système. Le contre-pouvoir, c'est ça. C'est justement ne pas être avec tous les pouvoirs en main. Et aujourd'hui, il y a une inquiétude particulière de gens qui n'ont jamais exercé le pouvoir, de se dire, ne serait-il pas pertinent pour le pouvoir actuel d'avoir des garde-fous. C'est exactement ce qui se passe, et je vous le dis tout à l'heure, on va le voir de plus en plus, parce qu'il y a une vraie inquiétude dans la société par rapport... Je crois que le président de la République, c'est 5000 postes potentiels qu'il peut avoir. Donc soyons pas non plus surpris qu'il utilise... Dont les préfets, les ambassadeurs, etc. Les directeurs de musées, c'est beaucoup de choses. 5000 postes en France qui servent, jusqu'à l'heure de notre République, de garde-fous. Un dessin de Marie Morel. Il lui reste que très peu de temps, alors Macron prépare son héritage au poste clé. Alors, il en faut combien ? Merci Marie. Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. C'est une histoire de couple. Alors celui-là, il en a vu d'autres. Mais il y a du rififi quand même dans le couple franco-allemand. Absolument, Renaud. À ma gauche, Emmanuel Macron, 48 ans, évidemment, le président français. À ma droite, Friedrich Merz, 70 ans, le chancelier allemand issu du parti libéral et conservateur CDU. Alors officiellement, tout va bien entre les deux hommes. Ils ont même pris le soin d'arriver ensemble, côte à côte, ici, hier, à la retraite informelle au château dans les Flandres, en Belgique. Là, le thème de ce sommet, c'était de débattre de la compétitivité européenne. Comment faire pour la relancer, cette compétitivité ? Et c'est peu dire que le français et l'allemand n'ont pas exactement les mêmes solutions. Pour Emmanuel Macron, il faut emprunter, investir massivement. Mais d'où sortir cet argent alors que nos caisses sont vides ? Eh bien, Emmanuel Macron a une solution, c'est l'Union européenne qui doit s'endetter. If we want to have the right level of investment on space, defense and security, clean tech, AI and quantum, and to transform the productivity and competitiveness, the only way is to have
common issuance of debt. For sure. For sure. Et la dette européenne qui s'ajouterait donc aux dettes nationales dans l'idée d'Emmanuel Macron. Inacceptable pour le gouvernement allemand. Vu de Berlin, la France n'arrive déjà pas à régler ses propres problèmes de déficit. Et voilà maintenant qu'elle veut endetter l'Europe. Friedrich Merz, lui, propose une autre piste pour relancer la croissance, c'est de supprimer des normes et des règlements européens. We must deregulate every sector. And I call for a regulatory clean slate. Minor corrections to laws are not sufficient. We need to systematically review the whole set of existing EU legislation. Voilà, c'est dit placidement, mais ça rappelle quand même la tronçonneuse réglementaire de Javier Milei, le président argentin. Alors plus près de nous, l'Allemagne a trouvé un allié pour déréguler, c'est l'Italie de Giorgia Meloni. Alors le traditionnel couple franco-allemand est-il en train de battre de l'aile, d'autant qu'il y a d'autres sujets de crispation, et notamment le projet d'avion de chasse du futur. Il est lancé depuis 2017, ce projet, un avion de chasse franco-allemand, et il n'avance pas, il peine à avancer en tout cas à cause de bisbilles notamment industrielles entre entreprises allemandes et françaises. En fait, tout se passe comme si Berlin attendait patiemment la fin du mandat d'Emmanuel Macron pour se débarrasser de cet allié inventif, certes, mais parfois un peu ingérable vu d'Allemagne. Pendant ce temps, à l'Élysée, on s'agace de la trop grande prudence, presque du conformisme du gouvernement allemand, alors que l'époque et ses dangers réclameraient peut-être des décisions radicales. Paul Picaretta, les querelles franco-allemandes, il y en a toujours eu dans tous les couples franco-allemands, mais là, le fossé est en train de s'élargir, selon vous ? Pas tant que ça pourrait être pire. On a deux visions effectivement différentes de l'économie. Une vision très entrepreneuriale, classique, avec l'idée qu'il faut raboter de partout, et les pays à la traîne seraient tant pis pour eux. Et puis la vision d'Emmanuel Macron, qui est plus une vision collective, pas collectiviste, mais collective, l'idée qu'on s'endette collectivement et on fera des choix plus tard. C'est pas non plus deux visions totalement opposées. Emmanuel Macron, ça reste un libéral, ça reste quelqu'un qui pense production, productivité. Mais le Premier ministre allemand a dit clairement, l'endettement en commun, c'est niet pour moi, c'est nein plutôt. Alors, effectivement, après, je pense que sur l'approche allemande, il y a cette idée que effectivement, les plus petits pays de l'Union n'arriveront jamais à être compétitifs, à créer, à produire et à relancer la machine. Donc forcément, c'est pas un des plus petits pays de l'Union. C'est pas la France, non, mais effectivement, mais comme nous, on n'est pas aussi productif, qu'on n'a pas la même vision, on passe pour les derniers de la classe. Cela dit, si l'on regarde ces 5 ou 10 dernières années, Géraldine Vossner, souvent Emmanuel Macron a lancé des initiatives, souvent elles ont été très fraîchement accueillies à Berlin. Je pense au concept d'autonomie stratégique, je pense par exemple à l'aide à l'Ukraine, aussi aux garanties de sécurité. Et puis finalement, l'Allemagne a cheminé vers les idées françaises. Est-ce que ça peut être le destin de cette idée-là de dette en commun qui semble loufoque à Berlin ? De toute façon, quand Emmanuel Macron s'exprime maintenant, même au niveau européen, il est démonétisé. Il n'a pas la crédibilité nécessaire. C'est quelqu'un. On est assis sur une montagne de dettes en France. Il parle de déréguler. Enfin, on a le droit du travail le plus contraignant, les impôts de production les plus lourds. C'est certainement pas les bonnes idées d'Emmanuel Macron qui vont être retenues aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres sujets qui sont pas sur la table et qu'avait proposé notamment Emmanuel Macron et qui sont aussi rejetés des Allemands qui se sentent pas très à l'aise avec ça. Par exemple, faire de la préférence européenne dans la commande publique. Quand on parle de ça, Merz n'en veut pas parce que Merz il veut continuer à vendre ses produits à la Chine. Donc au-delà de ces querelles, il y a de toute façon une remise à plat nécessaire à faire en Europe sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. On peut pas prétendre d'un côté jouer collectif et de l'autre continuer, comme l'Allemagne le fait beaucoup, à jouer personnel, son intérêt propre. Elle ne croit pas à la souveraineté européenne, en fait. Un dessin de Marie Morel. Le budget, on n'en a plus pour rien, sauf pour l'armement et les technologies. Et heureusement, il va nous rester les data centers pour nous réchauffer quand on n'aura vraiment plus rien. Merci Marie. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était lundi à la une d'Al-Quds Al-Arabi, un quotidien palestinien édité à Londres. Colère palestinienne face aux décisions israéliennes qui entérinent l'annexion de la Cisjordanie. Le gouvernement Netanyahou a abrogé une loi qui interdisait aux Juifs israéliens d'acheter directement des terres en Cisjordanie. D'autres nouvelles mesures permettent aussi à Israël d'administrer 2 importants sites religieux à Hébron et Bethléem. Des décisions qui ont été dénoncées par la majeure partie de la communauté internationale. Même les États-Unis et l'Allemagne, d'ailleurs, ont pris leur distance avec Netanyahou. Alors, Pascal Blanchard, est-ce qu'Israël s'avance vers une annexion de fait de la Cisjordanie ?
Non, ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU est encore plus précis que ça. Israël s'avance de fait vers le fait que les 2 États seront impossibles. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Parce que, in fine, l'acte, justement, va rendre impossible l'hypothèse même de 2 États. Donc c'est rendre caduque toute hypothèse qu'on tenterait un jour de pouvoir y aller. Et je pense que l'ONU, là-dessus, et la déclaration du secrétaire général est très claire. Le fait, en plus, qu'en termes de droit international, nous sommes dans quelque chose qui est totalement illégal, il faut le dire. Respectons quand même le droit international. C'est pas parce que la mode est, avec Trump et d'autres, de ne pas respecter le droit international qu'on ne doit pas le faire. Et puis, c'est clairement un acte agressif, parce qu'Israël se sent en surpuissance en ce moment, qui est contraire totalement à... Et c'est pas hasard, c'est la plupart des nations. Même si les États-Unis, l'Allemagne, la France, évidemment, ont condamné. Parce qu'aujourd'hui, il pense qu'il est intouchable. Aujourd'hui, il est persuadé qu'il peut quasi tout faire. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, au niveau des attaques sur ses voisins, au niveau de la politique intérieure, quelque part, pratiquement personne n'a osé s'opposer aux actions qu'il mène. Donc, dans ce mouvement-là, il pense que ce pion qu'il fait avancer va au moins lui permettre, dans les négociations futures, de pouvoir continuer à jongler. C'est extrêmement dangereux, et je le dis, c'est surtout aller à l'encontre de cette idée, qui est peut-être utopique, n'empêche, il faut s'y accrocher de 2 États. Géraldine Wössner, vous êtes d'accord avec Pascal Blanchard. L'objectif du gouvernement israélien, c'est de rendre de fait impossible un futur potentiel État palestinien. Mais je crois qu'il s'en cache même pas dans certaines déclarations publiques. Il n'en veut pas. Non, ça nous dit quand même que l'avenir est très confus, puisque ça nous dit qu'Israël n'y croit plus en fait, à cesser d'y croire, est complètement embourbé à Gaza avec le Hamas qui refuse de rendre les armes, les discussions ne mènent à rien. Et donc à quoi ça sert que la France ait reconnu cet État palestinien ? La France comme d'innombrables, de très nombreux pays dans le monde. Ça n'a jamais servi à rien. Donc là, ce changement, si Israël fait tout pour que cet État ne voit jamais le jour. Il n'y aura pas de rebond possible tant que ce gouvernement israélien qui a abandonné tout espoir de possibilité d'un double État tant que le Hamas sera là et qui n'arrive pas à l'en déloger, sera en place. C'est clairement, il faudra un nouveau logiciel de pensée. Un dessin de Marie Morel. Les possessions des Palestiniens, Netanyahou n'a pas l'air de savoir de qui on parle. Alors Frédéric, autre actualité de la semaine, la feuille de route énergétique de la France qui a enfin été dévoilée par Sébastien Lecornu. Après 3 ans d'hésitation, de débats, de controverses, la voici cette feuille de route pour la décennie à venir sur la politique énergétique de la France. Le gouvernement confirme l'accélération sur le nucléaire avec la construction de 6 nouveaux réacteurs qui seront implantés près des centrales actuelles. Les éoliennes, en revanche, n'ont plus le vent en poupe. L'objectif affiché est moins élevé que prévu, tout comme l'énergie solaire. Priorité donnée donc au nucléaire sans pour autant abandonner les renouvelables. C'est une forme de « en même temps » dénoncée aussi bien du côté des Verts que de la droite. Et pour vous, Paul Picaretta ? C'est vrai que c'est un peu de l'en même temps. Il y a cette idée qu'au fond, on n'y arrivera pas à rentrer dans une économie décarbonée. Et donc, c'est pas l'objectif. L'objectif affiché, c'est justement la décarbonation. Effectivement, mais il y a 10 ans, on n'aurait pas tenu ce discours-là. C'est qu'il y a 10 ans, en 2015, pendant la COP, on aurait eu beaucoup plus d'ambition, on aurait présenté des choses beaucoup plus, effectivement, plus ambitieuses d'un point de vue écolo. Maintenant, quand on regarde, sans rentrer dans les détails, quand on regarde cette feuille de route, c'est une espèce d'entre-deux où on ne croit pas vraiment qu'on va pouvoir avoir une énergie décarbonée réelle ou totalement propre. Et finalement, c'est un peu les écolos et un peu le RN qui ont fait le programme. Donc on ne satisfait vraiment personne, Géraldine Wössner, pas même vous, visiblement. Ah non, mais moi, l'analyse est complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout un recul. Il faut regarder dans des détails, justement. Un recul de quoi ? La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'électricité. On avait lancé quelque chose d'extrêmement ambitieux, alors que, exactement comme on consommait en 2000. On n'électrifie rien. Mais on produit, là, aujourd'hui, on produit 130 TWh d'électricité en trop. Voilà, on en a trop. Ce qui fait qu'on exporte, d'ailleurs. Malgré cela, donc, électrifier les usages. C'est pour ça que les experts disaient, attendez, il faut ralentir. Et le gouvernement ne ralentit pas du tout. Cette PPE, elle acte le doublement de la production d'électricité éolienne terrestre, un doublement, multiplié par 4 la production de photovoltaïque d'ici 2035. Donc, pardon, moi, quand j'entends recul, pas du tout. On y va, on y va. Ce qui manque dans cette programmation, c'est qu'il dit, on va électrifier. Il n'y a qu'à Faucon. On électrifie. Comment ? Et moi, j'étais hier avec Sébastien Lecornu, j'ai posé la question à ses équipes. Je dis, alors, vous allez mettre, par exemple, les taxes sur l'électricité. Aujourd'hui, c'est le double des taxes sur le gaz. Vous allez les réduire ? Ah ben non, on vient de passer le budget, quand même pas recommencer. Donc, il n'y a pas 1 euro qui sera mis sur l'électrification. Donc, moi, je crains qu'en fait, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle ne voit jamais le jour, parce qu'en réalité,
arrivera 2027 Ah oui. Alors, et tout sera balayé. parmi les critiques sur cette feuille de route stratégique, cette feuille de route énergétique, il y a celle que vous portez sur l'électrification trop lente. Et puis il y en a une autre qui est portée plus particulièrement par les écologistes. Oui, Frédéric. sur le choix principal du nucléaire, elle est portée notamment par Yannick Jadot, le sénateur écologiste. On voit bien qu'il y a une obsession nucléaire dans notre pays qui devient totalement déraisonnable puisque les derniers chiffres sur les projets de 6 EPR après 2040, c'est plus de 100 milliards. Donc on est sur des chiffres absolument astronomiques que les contribuables et les consommateurs vont payer. Et donc il nous faut dès maintenant installer de plus en plus d'énergie renouvelable. Voilà, astronomique, dit Yannick Jadot, Pascal Blanchard. Donc, on parle de ces 6 réacteurs supplémentaires, 8 en option aussi prévus par cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce que ça illustre pas une forme aussi de zigzag d'Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, a fermé les réacteurs de Fessenheim en Alsace, centrale nucléaire, et qui là, maintenant, repart dans quelque chose de plus convaincu sur l'énergie nucléaire? Tout à fait, mais les zigzags, c'est aussi ceux de l'opinion. L'opinion a beaucoup moins peur qu'il y a peut-être 10 ans ou 7 ans. C'est même un tête à queue, parce que Non, mais totalement, c'est la PPE précédente c'est un prévoyait la discours fermeture de inversé. 14 réacteurs. En gros, il y a encore une dizaine d'années, si on avait interrogé les Français, il y avait encore cette peur un peu existentielle qui existait sur le nucléaire. Point trop, non faux. Faire à peu près ça. On ne va pas dénucléariser le pays, mais on va éviter d'en faire plus. En gros, il y avait une inquiétude qui continuait à demeurer. Il y a un sentiment aujourd'hui que, d'une certaine manière, rappelez-vous qu'on n'est quand même pas dans un temps neutre avec ce qui s'est passé avec le gaz russe, ce qui se passe avec la dépendance de certains pays, ce qui peut se passer demain en ayant les robinets qui se ferment, un risque énergétique aussi avec l'Amérique. En gros, on se dit quand même que ce nucléaire, et dans l'opinion petit à petit, et certains lobbyistes ont été très bons, le nucléaire, c'est mieux que le reste. Ça pourrait très bien changer, il suffit d'une simple catastrophe sur la Terre pour qu'on inverse totalement ce processus. Mais aujourd'hui, c'est là-dedans qu'est l'opinion publique. On a vu aussi qu'il y a eu des points d'opposition, notamment avec tout ce qui peut se passer en mer, ou sur le littoral, ça crie, ça hurle, ça attaque une forme d'esthétique, exactement. Non. Tous ces enjeux-là, et c'est aussi un héritage. Aussi, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais Qui rouvre ces centrales à charbon. oui, alors ça, les Français ne sont pas encore tout à fait conscients de ce débat-là, parce qu'ils resteraient dans leurs frontières. C'est un peu comme avec Tchernobyl, ça ne traverse pas les frontières, ce qui se passe chez les voisins. Tout ça en même temps fabrique un changement totalement de stratégie. Et on va dire que oui, ce programme 3, il est en train d'ouvrir des choses qui sont peut-être anachroniques. Et de toute façon, ce n'est pas passé au vote. Je peux quand même le dire. C'est un décret. Ça a été Oui, imposé. c'est un décret. Mais ça change beaucoup de choses, parce qu'en 2027, tout sera remis à plat de toute façon. Paul Picaretta, justement, il y a quand même aussi un angle mort dans tout ça, c'est comment on transforme toute une économie qui repose à 60% sur les fossiles. Ça veut dire aussi transformer les usages. C'est aussi l'angle mort de cette feuille de route. Pour revenir sur l'opinion que se font les Français sur le nucléaire, si vous faites une semaine de reportage pardon, je vais répondre après. Oui, allez-y. Vous faites une semaine de reportage tous les jours sur l'enfouissement des déchets nucléaires, et puis vous verrez l'opinion des Français. Ou sur les champignons à Tchernobyl, ça va. Et vous reconnaîtrez, Paul, que c'était pas du tout la question de Natacha. Les usages, Voilà. Comment on accompagne cette transformation-là? Comment on accompagne la transformation? Ça se fait avec un gouvernement qui a une vision cohérente, appuyée par la vision aussi des citoyens, et ça se fait ligne par ligne, pas à pas. Ça a été fait plein de fois. En 2015, encore une fois, quand on était à la COP, il y avait un programme très clair de transition qui était chiffré, pensé, budgété. Et donc voilà, c'est toujours le même débat qu'on a, qui est très bien porté par les écolos, qui a même été intégré par d'autres partis politiques aujourd'hui. C'est plus simplement une question idéologique. Non, on a quand même. Plus qu'une question il y a quand même un idéologique. principe de réalité chez les Français aussi beaucoup, c'est que l'Allemagne a fermé le nucléaire, a développé énormément de renouvelables et a quand même va rouvrir 70 centrales à gaz et à charbon parce que ça ne suffit pas. Un dessin de Marie Morel. Encore une preuve que Emmanuel Macron a mis l'écologie au centre de son quinquennat. Vous avez vu, 3 ans à brasser du vent. Merci Marie. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, ce point com, ce sont les petites affaires florissantes d'une superstar. Une superstar qu'on prénomme d'ailleurs la princesse de la pop, qui a influencé toute la musique des années 2000 et qui a été révélée à la toute fin des années 90 avec ce tube. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside.
Voilà, Britney Spears, à 44 ans, la star vient de vendre tout son répertoire à l'entreprise Primary Wave pour la somme de 200 millions de dollars, 168 millions d'euros, selon les révélations du site TMZ. Alors Primary Wave, c'est aussi une entreprise qui détient les droits sur les œuvres de Whitney Houston, Prince, Ray Charles ou encore Bob Marley. Cette vente interroge, Natacha. Ah ouais, parce que Britney Spears, c'est quand même, comme le rappelle ce poste, 18,2 millions de streams hebdomadaires au cours des 12 derniers mois, plus d'1 milliard de streams annuels. Les 5 chansons phares génèrent 47% des revenus, 478 autres génèrent 53%. Alors pour certains, renoncer à de telles royalties et se séparer des droits d'auteur pour juste 200 millions de dollars, ça semble peu. Pardonnez-moi, mais son catalogue vaut 1 milliard, je m'en fous. C'est la princesse de la pop, s'indigne cette femme. Pour d'autres, c'est le signe qu'elle jette l'éponge. Se réveiller et comprendre que Britney Spears a vraiment décidé d'arrêter définitivement la musique. Ma jeunesse et mon adolescence en deuil, mais merci pour tout Britney. Et c'est vrai que Britney Spears n'a pas de nouvel album depuis 10 ans, pas de concert depuis 2018. Et sur Instagram, elle a aussi déclaré « Je ne jouerai plus jamais aux États-Unis pour des raisons extrêmement sensibles ». Et cette vente coïncide d'ailleurs avec la prochaine sortie de son biopic inspiré de son autobiographie. Et une vie d'ailleurs dont la trajectoire est tumultueuse. Oui, une trajectoire qu'on peut retrouver dans l'excellente série documentaire sur Arte en ce moment, dans la vie de Britney Spears. Ah, comme par hasard. Dans la vie de Britney Spears, Toxique est bien plus qu'un simple titre, mais littéralement l'histoire d'une vie. En 2021, elle s'est libérée d'une tutelle controversée de 14 ans imposée par son père, et le mouvement d'ailleurs #Free Britney avait même généré un filtre sur Instagram qui permettait de faire apparaître la star où on voulait, à peu près partout, là, comme par ici, sur l'île de Groix. Alors, est-ce que cette vente illustre un contrôle enfin retrouvé sur sa vie ? C'est toute la question. Espérons que cette décision lourde de conséquences ne soit pas liée à sa fragilité, ni le résultat d'un abus de faiblesse ou d'une impulsion. Sa tutelle visait justement à éviter ce genre de situation. Alors Pascal Blanchard, au-delà du cas Britney Spears, cette transaction elle soulève des interrogations plus larges. Est-ce que la musique, c'est devenu un placement financier comme un autre ? Oui. Comme l'art, on l'a vu sur l'art, comme le fait de prendre sa pré-retraite en vendant ses droits et en laissant d'autres les utiliser, en sachant aussi qu'il va y avoir une mutation dans les années qui viennent de la notion même de droit, puisqu'on voit que l'IA est en train d'inventer aujourd'hui de la musique. Donc aujourd'hui, personne ne sait à 5 ans, 10 ans, 15 ans ce que vaudra un repertoire. C'est aussi un choix purement stratégique. Je ne suis pas sûr qu'on peut simplement juger en le fait qu'elle ait pris cette décision, même si elle a quitté la tutelle en 2021. Je pense qu'elle fait un choix qui n'est pas si irrationnel que ça. Personne n'est capable de vous dire ce que vaudra son catalogue dans 5 ans. Voilà, donc je pense que si j'étais à sa place et que j'avais autant chanté qu'elle, j'avais le catalogue, je partirais peut-être en retraite en le vendant là. Ouais. D'ailleurs, oui, Renaud, vous aurez quelques droits. Vous aurez quelques droits à vendre toute votre bibliographie, Pascal Blanchard. Exactement, Renaud. Un dessin de Marie Morel. Britney Spears devient un asset financier. J'ai échangé mes bitcoins contre des Britney. T'as pas peur du placement toxique ? Non, vous m'y mort. Merci Marie. Vous avez chacun choisi, mes amis, une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo. Géraldine Vossner, vous nous emmenez en Iran où le régime célébrait le 47e anniversaire de la révolution islamique. Oui, on voit là le président iranien, Massoud Pezeshkian, sur la place Azadi à Téhéran. Alors on a retiré les cadavres de la dernière répression et puis on a forcé une foule nombreuse ce 11 février à venir l'écouter. C'était une demi-heure d'un discours assez lunaire de propagande dans laquelle il vomit les puissances impériales, les États-Unis, les Juifs, bien sûr, répète que l'Iran ne cédera rien dans les négociations en cours en ce moment avec les États-Unis, conservera son nucléaire militaire, continuera à financer ses alliés terroristes. Et c'est désespérant parce que ça vous dit l'état d'esprit de cette dictature dans les discussions en cours. On comprend que ça ne mèneront à rien et que ce pauvre peuple est au fond d'un gouffre dont il ne sortira que de lui-même, soit d'un mouvement extérieur. Merci Géraldine. On va enchaîner avec votre photo, Paul Picaretta. Cette photo, c'est celle du procès de CRS qui était poursuivi cette semaine pour des violences lors du mouvement des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018. Exactement, c'est novembre 2018. Là, c'est la photo de l'acte 3, en fait. C'est le procès du moins de l'acte 3 des Gilets jaunes, fin novembre 2018. Et donc, on est 7 ans après les faits.
Et j'ai choisi cette photo parce qu'en fait, elle m'inspire la précédente. C'est qu'il y a le mois dernier, il y avait le procès de la CRS 7 qui est à peu près du même acabit, c'est-à-dire des policiers des CRS qui ont fracassé des manifestants. Ce qui me touche énormément, en fait, dans cette histoire de Gilets jaunes qui remonte 7 ans, 8 ans après, c'est que la plupart sont des primo-manifestants, les Gilets jaunes, à cette époque-là, en 2018, qui débarquent de leur province, pardon de le dire comme ça, mais pour la plupart, c'était des gens qui mettaient les pieds à Paris pour la première fois, qui ne savaient pas vraiment à quoi ils s'attendaient. Et de l'autre côté, on avait des CRS qui étaient surarmés, qui utilisaient des bombes lacrymo qui aujourd'hui sont interdites et qui tabassaient en disant que les ordres qui avaient été passés étaient vraiment d'employer la manière forte. Donc c'est pour moi un procès qui est vraiment, il y en a d'autres qui vont arriver, mais qui est vraiment emblématique de la séparation et la cessation des élites. Voilà. Merci Paul. Et la décision n'a pas encore été rendue à l'issue de ce procès. Un dessin de Marie Morel. On sait peut-être maintenant pourquoi la violence est aveugle. Pas vu, pas pris. Violence des CRS, l'affaire passe devant la justice. Merci Marie. On finit avec votre photo, Pascal Blanchard. Il s'agit de nouvelles inondations, de crues. En l'occurrence, nous sommes en Gironde, à l'Aréole, en Gironde. Depuis 3 mois, alors moi je suis en partie dans le Morbihan. Je suis très surpris que les politiques ne parlent pas plus de ce qui se passe sur les territoires, que ce n'est pas quelque chose qui soit presque au devant de l'actualité et au niveau d'un discours d'urgence. Il faut se rendre compte qu'il y a des territoires complets qui actuellement vivent depuis 1 mois, 2 mois ou 3 mois avec des inondations, avec des gens qui sont... Juste, il faut se rendre compte qu'il faut aller faire par exemple, son marché le samedi ou le dimanche pour voir que aujourd'hui, les gens cherchent des pompes, par exemple, pour pomper dans leur cave ou dans leur maison en permanence. Et personne n'en parle alors qu'on est en période électorale. Je trouve que c'est assez sidérant. Les politiques n'en parlent pas, vous voulez dire. Les médias en parlent, mais pas les politiques. Pas les responsables. Les politiques des villes n'en parlent pas, parce que comme si les campagnes devaient gérer toutes seules leurs problématiques. Il faut se rendre compte actuellement, prenez un train qui descend dans le sud-ouest, qui va en Bretagne actuellement, vous voyez à perte de vue de l'eau. Pour les paysans, pour les habitants, pour le quotidien, pour les personnes âgées, c'est un drame. C'est un drame et vous avez le sentiment que c'est secondaire et que c'est normal. Et en plus, les gens ont du mal à comprendre au niveau intérieur, parce qu'on leur dit d'un côté qu'il y a un réchauffement climatique et ils voient de la pluie. En fait, il faut savoir que justement le réchauffement climatique sur l'Atlantique accentue ces drames. Là, on est très concret sur ce qu'on est en train de dire, puisqu'on parlait tout à l'heure du PP3, de ce que ça signifie de ne pas tenir compte de l'écologie. Ça signifie que des gens vont peut-être vivre pendant des mois d'affilée, Renaud, dans ces conditions-là, ayant leur vie totalement détruite. Et on pense à eux parce que les politiques les oublient beaucoup. Merci Pascal Blanchard. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, le musicien Émile Sornin, auteur-compositeur du groupe Forever Pavot. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, auteur-compositeur de ce groupe, faites gaffe quand même parce que vous êtes en train de vous faire piquer la place par un étrange partenaire. C'est un robot qui répond au nom de Melchior. Ouais. Ce roi mage-là, lui, il chante, il joue de la batterie sur le dernier album de votre groupe, Forever Pavot. Mais avec Melchior, Émile Sornin, on est loin de l'IA. C'est un robot artisanal, j'allais dire fait de briques et de broc. Melchior, c'est quoi? C'est d'abord de la récup, ce robot? Ouais, complètement. C'est-à-dire que tout est de la récup. La tête, c'est une tête pour les étudiants en coiffure. Les mains, c'est des mains pour s'entraîner à la manucure. C'est que de la récupération. C'est du Emmaüs, de la brocante. Vous l'avez fait vous-même? On l'a fabriqué avec quelqu'un d'autre, un copain à moi qui s'appelle Jonas Ovremer, qui est un grand bricolo ami. Et voilà. Alors, Melchior n'a pas pu vous accompagner ce soir sur ce plateau, mais il tenait à nous faire passer un petit message d'excuse pour son absence. Bonjour. Désolé de ne pas être parmi vous. J'ai beaucoup de travail au studio. Bon, on a compris, c'est un peu votre double. Comment vous travaillez cette voix, notamment, que vous utilisez? Ce sont des méthodes un peu particulières. Il y a plusieurs couches de technologie pour obtenir cette voix, c'est ça? Tout à fait. Alors, j'aime bien garder un peu de mystère sur cette partie-là, mais en gros, il y a 2 trucs qui sont connus dans la musique. C'est le vocodeur, qui est un instrument des années 70-80 qui permet de faire des voix de robots. Et il y a un autre truc qu'on connaît beaucoup plus dans la musique contemporaine, qui est l'autotune. Avec les rappeurs notamment. Les rappeurs, voilà. Et là, la technique que j'utilise, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que le vocodeur, c'est peu intelligible quand on parle. L'autotune, c'est très intelligible. Et moi, j'ai mixé un peu un mélange des deux, quoi. Alors, je vous propose de voir un extrait du clip, le dernier clip de Melchior. Je crois qu'il a été tourné dans un EHPAD, d'ailleurs. Je crois que ce morceau s'appelle Patch 85, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Eh ben, on va regarder Melchior en action.
Pourquoi le choix d'un EHPAD? C'est le choix du réalisateur Olivier Babinet qui a eu cette bonne idée d'emmener Melchior dans un EHPAD. C'est quelque chose de poétique. Je crois qu'Olivier avait envie d'imaginer Melchior comme un animateur d'un petit atelier musical électronique avec des personnes âgées. Ce mélange nous paraissait intéressant et poétique, quoi. Alors, à quoi ça ressemble concrètement un concert avec Melchior? Je crois que vous êtes produit d'ailleurs hier, tout à fait, à la salle de la Maroquinerie à Paris. Comment ça se passe? Voilà, il nous accompagne comme un musicien, c'est-à-dire qu'il est à côté de moi, on discute, on peut parler entre les morceaux, et après il chante, il joue du clavier, comme un musicien à part entière. Comme un musicien d'ailleurs, il est crédité dans vos chansons. Tout à fait, ouais. Oui, parce qu'on a créé l'album ensemble, vraiment à quatre mains. C'est lui qui a écrit la plupart des paroles et les mélodies aussi. C'est un travail vraiment à deux. Donc il touche des royalties, il a ouvert tout un à fait. Banque, il a un peu d'épargne. À propos de robots, justement, vous utilisez de l'IA pour les paroles, pour l'écriture? Pas du tout. Moi, je suis vraiment très éloigné de tout ce monde-là. Je connais pas du tout le monde de l'IA. Non, pas du tout. Je tenais vraiment à faire quelque chose de très artisanal et de ramener ce côté un peu automate, robot. Ça m'amusait beaucoup. C'est presque un manifeste anti-IA pour le coup, avec ce que ça a d'artisanal. Je n'irais pas jusque-là parce que j'ai des amis qui utilisent l'IA autour de moi, mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Est-ce que vous êtes, on sait que c'est très important dans un groupe, est-ce que vous avez toute confiance dans Melchior? Est-ce qu'il y a une vraie complicité entre vous? Vous avez toute confiance en lui ou pas? Ouais, il a son petit caractère quand même, mais oui, bien sûr, j'ai confiance en lui. Parce que figurez-vous qu'il y a une rumeur qui court, il paraît que Melchior songerait à une carrière solo. C'est pas vrai. Si, je vous assure. Regardez. Une carrière solo, pourquoi pas? Mais chaque chose en son temps. Première nouvelle, j'étais pas au courant. Vous êtes bientôt sur la touche, non? On verra. Juridiquement, vous êtes blindé, vous avez des contrats. Ouais, ça devrait aller pendant quelques. Est-ce que vous allez renforcer encore la troupe? Est-ce que Melchior pourrait voir l'arrivée d'un nouveau membre dans votre groupe, un autre robot? Je pense pas, on est déjà bien là avec Melchior. Pour l'instant, on va continuer avec lui tout seul. On verra pour la suite. Balthazar, Gaspard, non, on va pas continuer dans le. Non, mais justement, le nom et le mec, ça fait penser vraiment à l'époque où on avait des robots qui parlaient, qui fascinaient les gens, qui ont toujours fasciné les tout petits et qui même les grands allaient sur les marchés. Rappelez-vous quand même, à une époque où on ne savait pas comment ça fonctionnait, comment ça bougeait et comment ça chantait, ça parlait. Donc vous revenez vraiment avant l'IA. L'iPad, c'est pas juste un truc, c'est très symbolique. C'était une époque où encore on faisait vraiment de la musique. Votre dernier album, Émile Sornin, s'intitule Melchior Volume 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir un volume 2, a priori, vous êtes Je sais pas. Vous savez pas? Oui, ça me fait rire qu'il n'y en ait pas de volume 2, mais peut-être, on verra, je sais pas encore. En tout cas, cet album vient donc de sortir sur le label Born Bad Records. Vous serez en tournée un petit peu partout en France jusqu'au mois de juillet. Merci d'être passé par le plateau du Club de 28 minutes ce soir, et puis évidemment nos amitiés, notre salut amical à Melchior. Un dessin de Marie Morel. Concernant l'IA, Émile Sornin a tranché. Mon IA à moi, c'est l'intelligence artistique. Merci Émile Sornin. C'est maintenant le moment d'accueillir notre ami Claude Askolovitch, bien sûr, qui va vous succéder dans un instant. Bonsoir à vous, Claude. Bonsoir. Ravi de vous retrouver avec votre histoire de la semaine, Claude. Et ce soir, vous allez nous parler d'une médaille d'or française aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Celle de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. C'était cette semaine en danse sur glace. Ouais, c'était mercredi. Quel plaisir, cocorico, quel bonheur. Allez, on regarde et on réécoute juste pour se souvenir. Regardez tous les deux. C'est d'une beauté incroyable. Donc mercredi soir, on était à Milan. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry devenaient champions olympiques. Eux qui n'avaient jamais dansé ensemble il y a encore un an. On parle pourtant d'un sport où la fusion doit se construire sur des années. Eux, en 11 mois, ils avaient construit une perfection. Premier exploit. L'autre exploit, statistique et plus encore, c'est celui de notre Français, Guillaume Cizeron. Il était déjà champion olympique il y a 4 ans à Pékin avec Gabriela Papadakis. Le voilà donc qui récidive. Quel homme avec une autre femme? La deuxième femme est aussi l'avenir de l'homme, comme n'avait pas dit Aragon. Cizeron donc, il se prolonge, il se réinvente à la fois. Si vous aimez le patinage, vous savez que le porter sur les genoux de Cizeron Fournier-Baudry reprend le porter sur les genoux de Cizeron Papadakis. Mais c'est pas seulement cela notre histoire. Notre histoire, elle est sublime, mais en même temps, elle est ambiguë, elle est gênante, elle est cruelle aussi. Vous choisirez. Alors je reste quand même sur l'admirable. L'admirable, c'est la force de Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry. Elle, c'était une petite fille canadienne qui était passée de la gymnastique à la danse. Elle ne savait pas quoi faire de son physique trop athlétique. Et puis, sur la glace, elle a trouvé, dit-elle, un monde intérieur dans lequel elle pouvait s'abriter, un monde où elle avance comme en apesanteur.
Lui, Guillaume, c'était un petit garçon français qu'on brutalisait parce qu'il était différent. Un jeune homme, un adolescent homosexuel qui était injurié à l'école. Il se cachait des autres, il ne savait pas quelle serait sa place dans le monde, et puis il l'a trouvé sur la patinoire, il en a fait sa lumière et sa vérité. Et c'est en champion déjà accompli que Cizeron, il y a quelques années, avait fait son coming out avec des mots, vous les retrouverez, qui étaient rares, qui étaient des mots très justes. Bref, je saute quelques années. Nous sommes début 2025. Guillaume et Laurence se retrouvent seuls, alors que dans leur sport, eh bien, il faut être un couple. À ce moment-là, ils auraient pu tout perdre et ils se sont trouvés, sublime encore, ok, mais attendez. Laurence, si elle était seule, c'est parce que son compagnon sur la glace et dans la vie, un Danois nommé Sorensen, avait été accusé d'agression sexuelle par une patineuse américaine. Guillaume, lui, il était seul parce que sa compagne de glace depuis l'enfance, Gabriela Papadakis, avait renoncé à leur aventure parce qu'elle en souffrait trop. Elle le dirait plus tard dans un livre qui est sorti le mois dernier. Elle explique que sa relation avec Cizeron était devenue une emprise. Il décidait pour deux. Elle avait peur de son regard, de sa présence, de ses mots qui parfois étaient méchants. En somme, Papadakis décrivait Cizeron, qui est un héros homosexuel, comme le mâle abusif de leur couple qu'elle avait dû fuir. Lui, il répondait qu'il avait dû être fort pour deux, tellement elle était fragile, tellement elle était souvent absente. Discours classique des mecs face à une femme qu'on a dominée. Et ce sont donc deux drames qui ont produit du sublime. Alors qu'est-ce que vous voulez en penser? Est-ce qu'on peut séparer le génie farouche de Cizeron de ce qu'il aurait imposé à Papadakis? Est-ce qu'on peut séparer la force de Fournier-Baudry du soutien réitéré qu'elle apporte à son amoureux Sorensen, au contraire du principe féministe qui est « je vous crois ». Eh bien, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont des libérateurs, ou bien est-ce qu'ils sont un prédateur et une complice, ou bien est-ce qu'ils sont tout cela à la fois? Alors, Gabriela Papadakis devait commenter les Jeux Olympiques pour la chaîne de télévision américaine NBC, qui finalement a décidé qu'elle ne voulait pas d'elle. Peut-être que Gabriela aurait manqué de neutralité. Et mercredi soir, l'ancienne championne olympique n'a pas regardé son ancien compagnon Cizeron gagner sans elle. Elle l'a fait savoir d'un post sur Instagram, déconnexion, cigarette, verre de vin, du bonheur. Dans sa vie d'après, qui est sa vie de maintenant, tandis que Cizeron sublime avec une nouvelle femme, Papadakis, elle est devenue tendrement queer. Elle veut déconstruire les codes de la danse sur glace. Vous savez, un homme et une femme, c'est l'homme qui porte, c'est l'homme qui domine. Oui, mais pourquoi? Maintenant, Gabriela, elle danse avec des femmes pour nous donner une idée. Regardez cela. Moi, j'adorerais voir ça au jeu. Merci Claude pour votre histoire de la semaine. Un dessin de Marie Morel. Oui, il y a du coup une nouvelle figure interdite à ces JO 2026. Elle s'appelle Gabriela Papadakis. Merci Marie. C'est l'heure maintenant de découvrir les théories toujours surprenantes d'Aurore Vincenti. Ce soir, sortir dans la rue avec les cheveux mouillés peut vous rendre malade, mais ça, c'est en théorie. En théorie, si on sort en hiver les cheveux mouillés, on tombe malade. Et pourquoi diantre? Parce que dehors est mouillé, on a froid. C'est bien connu. On dit qu'on attrape froid en français hexagonal. Au Canada francophone, surtout au Québec, on peut attraper un refroidissement. Pareil en Belgique ou en Suisse romande, dans une langue plus médicale toutefois, où le refroidissement se pratique. En italien, c'est bien l'équivalent de ce terme qu'on retrouve, raffreddore. Mais ça concerne aussi d'autres langues, comme l'anglais, où le rhume se dit cold, et l'allemand, évidemment, Erkältung. Froid, freddo, cold, kelt. D'un commun accord multilingue, quand on se pèle les miches, enfin les cheveux, on risque d'attraper la mort, mais ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, le froid ne rend pas malade, malgré tout ce qu'on dit. Il y a même des pays comme la Suède où on prétend que le froid fortifie et on colle les bébés à la sieste en plein air, bien emmitouflés pour l'immunité. Pas de mauvais temps, que de mauvais équipements. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, dans ce cas, comment ça se fait qu'on soit tous malades en hiver? Avec ou sans cheveux, pantoufles ou écharpe. La science a émis plusieurs hypothèses, notamment celle de la meilleure résistance des virus et des bactéries en hiver. Il se pourrait aussi que ce soit lié à nos comportements. Lorsqu'il fait froid, nous sommes plus confinés et nous aérons moins. Autre hypothèse, le froid pourrait affecter nos défenses immunitaires, mais ce n'est pas tout à fait certain. La science cherche encore. Une chose est sûre pourtant, le froid n'est pas une cause de la maladie. Il faut un agent pathogène pour ça. Donc pour résumer, petit 1, on peut sortir les cheveux mouillés dans le froid, ne croiser aucun virus et rester en parfaite santé. Petit 2, on peut sortir les cheveux mouillés dans le froid, croiser un virus de gastroentérite et choper la diarrhée, mais les cheveux mouillés n'y seront pour rien. Et petit 3, on peut sortir les cheveux mouillés dans le froid, ne croiser aucun virus, rester en parfaite santé,
mais mourir d'hypothermie. Et là, on pourra dire qu'on a vraiment attrapé froid. Merci Aurore Vincentien. Dernier dessin de Marie Morel. J'ai fait un dessin donc sur les Epstein Files. Voilà un espace No Kids qui aurait dû mettre tout le monde d'accord. Merci Marie, merci les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05, ou sur Arte bien sûr pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre point com de la semaine, évidemment. Natacha je vous sens, voilà. Bon, on va s'écouter un petit Britney Spears bien sûr, mais pas n'importe lequel. Toxic, tchuss.